Mon intérêt pour la musique du monde a une origine bien déterminée. C'était l'intérêt des musiques du monde comme un élément déclencheur d'une vision particulière et extrêmement riche de la musique. C'était un terrain comme infini, n'est-ce pas? Il y avait tellement de cultures dans le monde, tellement d'approches différentes. En fait, j'avais compris que connaître les musiques d'autres cultures était important. J'ai commencé à collectionner des disques et tout ça, et j'ai beaucoup aimé la musique indonésienne, comme d'ailleurs il faut être difficile pour pas aimer la musique des gamelans indonésiens. Alors, je me suis rendu, je suis allé plusieurs fois, et à partir de là, bon, je me suis beaucoup intéressé, j'ai beaucoup lu, etc. Alors, nous avons reçu un don du gouvernement indonésien, un gamelan baliné. Dans les circonstances de l'exposition universelle de Vancouver, le gouvernement indonésien envisageait la possibilité de laisser les gamellans qu'ils avaient envoyés pour l'exposition, pour le spectacle de l'exposition, de les laisser au Canada éventuellement. Alors j'ai alerté notre université, on a écrit une certaine correspondance et après avoir parlé aussi à certains responsables, finalement on a réussi à les convaincre que bon, qu'on était les gens qui méritaient de le recevoir. Et voilà, c'est fait. Et c'est très important pour nous parce que ça nous permet de commencer l'enseignement pratique de la musique de notre culture. Alors ça, c'est très bien parce que ça accommode un grand nombre d'étudiants en même temps qui peuvent donc accéder à des niveaux de difficulté variables. Ceux qui vont jouer les gongs de temps en temps, c'est pas très très difficile, mais alors il y a des parties vraiment des virtuoses également. Alors ça peut satisfaire des implications diverses de la part des étudiants. Tous les compositeurs modernes se sont intéressés à la musique indonésienne. Enfin, on raconte toujours les cas de Debussy qui avait entendu la musique de région de Java. Je sais pas, enfin, il en a parlé de façon très, très forte, mais on se demande jusqu'à quel point. Oui, il y a certainement de l'influence. Et des compositeurs aussi modernes sont tous intéressés. Pierre Boulez, compositeur français, Olivier Messiaen, même les compositeurs américains récents, Steve Reich, qui est un compositeur important. Donc vraiment, les gens prennent ça au sérieux. Mais nous aussi. C'est une des traditions orchestrales les plus importantes au monde. Certainement des plus anciennes et aussi une des plus vivantes, en ce sens qu'on a une tradition qui date de plusieurs siècles et qui est toujours aujourd'hui en changement, à la différence d'autres traditions orchestrales d'autres cultures qui peut-être existent aujourd'hui mais qui sont un peu figées, qui n'ont pas tellement évolué. Alors que là, on a une culture qui est en mouvement perpétuel, même les dernières années, ont représenté des changements très importants pour la musique balinaise. Et c'est une musique qui est, à la différence d'autres musiques de Bali, imprévisible. On pourrait dire, en termes techniques aussi, rhapsodique. Tantôt est lente, tantôt rapide, tantôt douce, tantôt forte. Cet aspect un peu imprévisible de la musique, je crois que c'est l'aspect le plus particulier, le plus clair de cette musique-là. C'est lui qui nous frappe en premier. À l'audition, je pouvais comprendre que c'était donc une musique qui répondait au principe de la monodie hétérophone, c'est-à-dire de penser que une pièce musicale qu'on est en train d'écouter, en réalité, c'est une mélodie qui se superpose à elle-même et donc l'illusion qu'il y a une polyphonie. En réalité, non. En réalité, c'est la même ligne qui est reprise simultanément. Et justement, j'ai établi à partir de cette période-là une écriture hétérophone et monodique en même temps, et qui m'a permis d'adopter ça à l'orchestre symphonique, au piano solo et d'autres types d'ensembles